Merci Monsieur Bruno. Nous allons accueillir Laetitia Richez, qui représente la société Immersion, société bordelaise. Elle va nous parler du Cubtil, le premier périphérique multitouche 3D. Ah, manifestement, je me suis encore trompé de nom. Je vous laisse le micro. Merci. Bonjour. Donc, je ne suis pas Laetitia Richez, qui est en charge de la communication chez nous. Moi, je suis Jean-Baptiste Delarivière, en charge de l'activité recherche et développement. Et avant de me concentrer sur le Cubtil, je voudrais vous parler un peu d'Immersion, qui est une société bordelaise. On est 30 personnes aujourd'hui, qui a été créée en 1994. L'objectif de la société, c'est de proposer des interfaces pour la réalité virtuelle, pour tout ce qui est interaction avec des maquettes 3D, visualisation de maquettes 3D. Donc comme vous pouvez le voir sur ce slide, on a la chance d'être supporté et d'avoir pour partenaires plein de grands groupes, plein de grands noms comme Dassault, comme Nvidia, parce qu'on est un acteur clé dans le cycle où vous avez d'un côté les gens qui vont produire du contenu, de l'autre côté des gens qui vont l'utiliser pour faire évoluer leur maquette, pour mieux comprendre leur process. La réalité virtuelle, comme vous pouvez le voir ici, vous allez voir plein de domaines différents, de grands noms dans le transport, de grands noms dans la santé, dans l'automobile. Et pourquoi ? Parce que toutes les technologies et toutes les solutions qu'on va proposer se retrouvent horizontales. S'immerger dans ou autour d'une voiture, s'immerger dans un avion, s'immerger dans une ville, quelque part, ça va vous demander les mêmes types d'interfaces, le même type d'outils pour aller manipuler l'information, le même type d'outils pour visualiser cette information. Donc c'est justement ça qu'on propose. Avec peut-être un petit rappel sur la définition de la réalité virtuelle, mais que je vais très vite éluder. Parce que je voudrais justement qu'on ne voit plus aujourd'hui la réalité virtuelle comme le casque, le gant et tous les capteurs qu'on pouvait avoir il y a une dizaine, une quinzaine d'années, qu'on a toujours aujourd'hui. Mais là, notre objectif, c'est justement d'avoir la valeur ajoutée qui nous permet d'être au milieu entre tous ces capteurs extrêmement compliqués et des applications qui pourraient être les vôtres, pour aller faciliter l'intégration de ces technologies dans vos process, l'intégration de ces technologies dans vos données. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts autour de la maquette 3D ? Parce que concrètement, en 3D, dès qu'on va faire la simulation, on va pouvoir se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre dans la réalité. Si on essaye de caler avec l'exemple de la ville numérique, par exemple, on peut imaginer, en simulation, aller remplacer un bâtiment par un autre en claquant des doigts. Ça a été modélisé en 3D, on peut supprimer un bâtiment, en remplacer un autre. On peut aller visualiser sa maquette virtuelle exactement de la même façon qu'on visualise la maquette physique aujourd'hui. Et ça, pour ça, il vous faut les bons outils, à la fois pour la visualiser, pour la voir sortir de la table, par exemple, mais aussi pour la manipuler, pour pouvoir extrêmement facilement, sans avoir à apprendre la manipulation d'un joystick pendant des heures, aller se déplacer dans la maquette. Donc je vais insister un peu sur les différentes étapes et les différentes solutions, compétences qu'on propose pour répondre à ces questions. Et le premier, c'est le département R&D. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interface et de solution unique pour toutes les problématiques. Donc on a besoin d'essayer de proposer un ensemble de solutions. On a besoin d'adapter ces solutions à chacune des applications, de les intégrer dans chacune des applications. Et c'est ce qu'on propose de faire dans ce département R&D, dont vous voyez plusieurs réalisations ici. Alors c'est important pour nous de montrer également que ce qu'on fait, c'est réellement de l'innovation, c'est réellement de la recherche qu'on conduit avec les partenaires adéquats, puisqu'on a un certain nombre de publications scientifiques, on est très fortement inclus dans des projets de type ANR, dans des projets européens, qui sont un moyen pour nous d'aller nous confronter aux utilisations de ces maquettes 3D et d'aller explorer de nouvelles interfaces, d'aller développer de nouvelles solutions pour visualiser ou interagir avec ces maquettes. Donc voilà quelques exemples de solutions que je ne vais pas forcément détailler, parce que l'objectif, c'est plus de discuter de vos usages, de discuter de vos applications, plutôt que de discuter de ces interfaces qui peuvent ou ne peuvent pas répondre à vos besoins. Mais sachez qu'on a la capacité à la fois d'aller réfléchir sur vos applications, d'aller confronter ce qui existe à vos applications et éventuellement d'aller développer, intégrer, expérimenter, explorer des solutions avec vous. Les produits que vous voyez, que vous avez pu voir au slide précédent, qui sont issus de notre R&D, ils sont aussi intégrés à toute une cellule qui est l'activité historique d'immersion, qui est la vente de produits dans la réalité virtuelle. Donc vous voyez plusieurs exemples ici. On retrouve les casques dont j'ai parlé, qui ont beaucoup d'inconvénients, qui ont aussi beaucoup d'avantages. On va retrouver des capteurs 3D dont vous avez besoin pour repérer la tête dans l'espace.
On va retrouver des choses pour visualiser en 3D, un peu comme on commence à arriver dans les télé 3D aujourd'hui. Et toutes ces choses-là, on les maîtrise, on connaît tous les fabricants et on a la capacité d'aller les intégrer au sein d'applications concrètes. Et enfin, quand je parlais d'intégration, on a un département dédié à cette activité d'intégration, et notamment beaucoup dans des salles de projection, parce que si vous voulez visualiser votre ville en 3D et vous immerger en 3D, aller un peu plus loin que l'écran 24 pouces qu'il y a sur le bureau, il y a un peu deux solutions aujourd'hui. Il y a les casques dont on a parlé tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'on le met sur la tête, on ne voit rien d'autre. On est vraiment dans la ville. Par contre, on a le casque, c'est potentiellement lourd. Il y a des capteurs qu'il faut éventuellement calibrer, tout ça, qui sont des choses maîtrisées, mais qui ne veulent pas forcément prendre leur place dans n'importe quel environnement. Par contre, ce qui marche très bien aussi, c'est les écrans que vous voyez ici. Par exemple, celui qui affiche la Clio est un écran qui fait 9 mètres de long. Donc quand on parle d'immersion, on imagine bien avoir la voiture affichée à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'1 cm sur la voiture fait 1 cm sur l'écran, avec la capacité, avec les bons outils qu'on donne aux ingénieurs pour aller manipuler la voiture, la retourner, éventuellement l'éditer, changer les textures en temps réel. Et ça, non seulement dans le domaine automobile, comme vous avez pu le voir sur les slides suivants, mais aussi dans tous les domaines, notamment dans la simulation de tours de contrôle, dans la simulation de cockpit, pour aider à l'arrangement d'un cockpit. Là, c'était un développement pour EADS Innovation Works qui voulait designer un cockpit. Et où est-ce que je mets les boutons? Où est-ce qu'ils vont être mieux vus? Est-ce qu'il faut baisser la tête pour aller voir tel ou tel bouton? Donc ça, ils ont la capacité de le simuler, de le modifier en temps réel et de le valider avec le casque. Un peu même principe pour un simulateur de voiture qu'on voudrait pouvoir reconfigurer parce que la personne, à un moment, elle est dans la voiture, à un moment, elle est piéton, à un moment, elle est sur une autoroute, à un autre moment, elle est dans une rue. Et en fonction de chacune de ces applications, on va avoir des contraintes différentes et des besoins différents auxquels on peut répondre par la configurabilité de cet écran-là. Le CEA utilise beaucoup ces équipements pour aller simuler le démantèlement de centrales nucléaires. L'ENSA McLuny utilise l'équipement que vous voyez ici pour aller simuler la reconstruction d'une abbaye. Eurocopter utilise ces équipements pour aller simuler un hélicoptère, ou le contrôle d'un hélicoptère, pour aller simuler chez la DCNS l'aménagement d'un sous-marin, pour aller simuler l'aménagement, les textures d'intérieur d'une voiture. Pareil pour la fusée. Et puis, alors cet exemple regroupe un peu tous les exemples précédents, où ce qu'on veut simuler, c'est pas seulement la matière, mais c'est aussi l'intervention de l'homme sur cette matière. En gros, on a les ingénieurs de ADS qui vont faire chacun dans leur métier ces différents formats CAO qu'il va falloir intégrer. Et après, on va se poser la question, ce câble, est-ce qu'on peut vraiment aller l'atteindre? Est-ce qu'on va pouvoir aller le changer? Et ça, on a la capacité de le valider en simulation avant de faire une maquette à l'échelle 1 pour pouvoir le valider. Pourquoi? Parce que la personne que vous voyez là est équipée de tous les capteurs qui vont bien pour qu'on puisse savoir où est sa main, où est son bras, est-ce que son genou rentre en contact de telle ou telle partie de la maquette. Et en fonction de ça, on peut faire évoluer la CAO pour qu'elle colle au mieux aux contraintes du terrain. Même utilisation. Alors, je voudrais conclure sur un peu l'opposé, j'ai envie de dire, de tous ces systèmes où on cherche à immerger une personne face à la maquette. Il y a aussi un gros besoin de l'autre côté, c'est que cette personne, elle ne travaille pas toute seule. Donc il faut que toutes les personnes, et ça c'est vrai pour les exemples que j'ai montrés, c'est vrai pour la vie numérique aussi, toutes ces personnes puissent discuter entre elles, puissent échanger entre elles. D'un côté, une relation avec la maquette, mais de l'autre côté, aussi une relation entre elles. Et c'est pour ça qu'il y a un gros besoin aujourd'hui sur les équipements de ce type, où on cherche à réunir les personnes autour de la maquette 3D, plutôt que toutes seules, immergées à l'intérieur de la maquette. Ça, aujourd'hui, ça existe. Ce qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais que vous pourrez retrouver dans quelques années par l'intégration de toutes les technologies que j'ai décrites dans les slides précédents, c'est essayer non seulement de pouvoir collaborer, mais de pouvoir collaborer quand on est aussi à distance. Il y a la visio aujourd'hui qui s'en rapproche, mais aussi de pouvoir collaborer autour de la maquette 3D, qu'on soit dans un même lieu ou non. Éventuellement d'annoter cette maquette 3D, parce qu'on ne parle pas simplement de 3D. La 3D, c'est un support auquel on veut rajouter de l'information, de pouvoir la modifier et de pouvoir faire tout ce qu'on a dit avant, mais de façon intégrée dans un dispositif unique. Je vous remercie.